Voix Sud Radio, 17h-20h, Judith Belair. Et vos vraies voix du vendredi 11 juillet, ce sont vos vraies voix spéciales tourisme. Nous commençons avec, c'est parti d'ailleurs, sur la route du Sud et de l'excellence culturelle avec un festival emblématique, le festival de Ramatuelle. C'est un festival d'exigence artistique, d'amour du théâtre qui fête sa 41e édition. C'est à partir du 29 juillet et ça sera jusqu'au 12 août. Et il a été fondé par une femme dont l'énergie et la vision permettent à cet événement de rester unique. Sa présidente Jacqueline Franjou. Jacqueline Franjou, vous êtes avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Il y a beaucoup de bruit autour de moi, je suis désolée. C'est pas grave, vous êtes en pleine action permanente. Je suis en pleine action. Là, je vais vous parler une seconde de Saint-Tropez, parce qu'avec la maire de Saint-Tropez... Ah oui, parce qu'il y a Ramatuelle et Saint-Tropez, c'est pas loin. Ouais. Voilà. Ouais. Nous avons décidé ensemble de fêter la photographie avec Paris Match. Et je suis en train d'inaugurer avec Enrico Macias, avec quelques artistes ici, les plus belles photos d'Eddie Barclay. Bravo, voilà. Vous arrêtez jamais, Jacqueline Franjou. Voilà. Alors, on va revenir. On va revenir vers Ramatuelle. Racontez-nous un peu cette 41e édition et son fil rouge. Oui. Dès la 41e édition, j'ai jamais pensé que cela durerait avec Jean-Claude Boyali, comme nous avons commencé. Oui, vous l'avez cofondé avec lui. Que j'ai confondé avec Jean-Claude, je n'ai jamais pensé que cela durerait autant de temps. Donc c'est chaque année une nouvelle naissance et on recommence avec le plus grand bonheur. Et c'est un bonheur pour tout le monde d'ailleurs. Alors vous avez... Allez-y. Non, c'est parce que vous avez du bruit derrière, donc je pensais que c'est que vous me parlez. Alors, il y a Michel Boujna qui dirige le théâtre, il y a Jean-Michel Duez qui s'occupe des nuits classiques. Donc, vous nous proposez de la grande musique classique et puis aussi des lectures audacieuses. Il y a Carmen en version urbaine. Bon, ce mélange, c'est quand même vraiment l'esprit du festival de Ramatuelle, Jacqueline Franjou. Le festival, comme dit Michel Boujna, qui est directeur artistique comme Jean-Michel Duez, c'est ça et ça. Donc tout est le bienvenu, la musique, la danse, le théâtre, des surprises comme nous avons avec Mathieu Chédid d'ailleurs, qui ouvrait le 1er août. D'accord. Et puis les pensionnaires, j'allais dire, du début du festival, comme Vadim, comme Brasseur, etc. Donc je suis une femme comblée, heureuse, et j'aimerais beaucoup que vous venez découvrir Offenbach par Christian Barbier, par exemple. Oui. J'aimerais beaucoup, on a recommencé un spectacle de danse avec Alexandra Cardinal, qui est magnifique, sur Mozart. J'aimerais beaucoup qu'on revoie les liaisons dangereuses, qui ne sont pas celles qu'on pense. Mais Delphine de Barbieux, c'est un miracle extraordinaire. Elle a eu le Molière pour ce rôle d'ailleurs. Mais bien sûr, elle a eu le Molière. Venez voir les gros patines bien. Venez voir Pauvre Bitos, qui est le dîner de con d'Anouilh avec des avocats et un procureur, ça se passe pas bien. Donc voilà, il y a plein de choses. Et alors c'est vraiment l'ADN du festival, Jacqueline Franjou, parce que par exemple dans cette édition, cette 41e édition dont on parle, vous avez des noms majeurs de la scène française qui sont très éclectiques. Il y a Nathalie Dessay par exemple, la grande cantatrice, il y a Stéphane Freys qu'on connaît bien, Éric Dupond-Moretti évidemment on le connaît aussi, Alex Lutz et puis par exemple Danny Boone. Donc l'idée c'est vraiment de raconter aussi la France telle qu'elle est culturellement, dans son éclectisme et sa richesse. Oui, parce que Danny Boone est un pensionnaire du festival. Et puis, vous savez, c'est le fils spirituel de Raymond DeVos. Je suis aussi fondatrice de la maison Raymond DeVos. Et donc, voilà. Et comme Danny Boone a son spectacle, Je ne suis pas inclus, mais c'est extraordinaire, avec un hommage à Raymond DeVos, où on remettra le prix Raymond DeVos à l'entrée française à... excusez-moi, on vous en prie. À Nicole Fioroni. Je vais être obligée de me rendre sur scène. Ah, bon, Jacqueline, on va vous laisser. On va juste parler 2 minutes de Jean-Claude Brialy avec qui vous aviez cofondé ce festival. On imagine qu'il est toujours présent avec vous, d'une certaine façon, évidemment. Merci. Merci, Jacqueline Franjou. Allez, merci. Au revoir, Jacqueline Franjou.
On continue dans un petit instant avec un tour de France de ce qui se fait de beau et d'agréable. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle attraction incroyable au Futuroscope. On va pouvoir en parler avec son directeur général, Rodolphe Bouin. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Judith Belair. Et les vraies voix du tourisme continuent avec vous. On part au Futuroscope qui lève le voile sur Mission Bermude, cette nouvelle attraction spectaculaire et immersive. Il y a des bateaux hybrides, les visiteurs y plongent au cœur du mythique triangle des Bermudes pour une mission sauvetage. Alors c'est une nouveauté aussi qui marque l'aboutissement du plan Vision 2025 et un tournant pour le parc. Rodolphe Bouin, vous êtes directeur général du Futuroscope et vous êtes là pour nous raconter tout ça. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, racontez-nous déjà cette nouvelle attraction incroyable autour du triangle des Bermudes. Si j'ai bien compris, il y a des décors incroyables, il y a des effets carrément sensoriels, il y a une chute finale. Bref, c'est un peu la folie, quoi. Oui, on essaye à chaque nouveauté de pousser les curseurs encore un petit peu plus haut et prendre encore un peu plus de risques. C'est un prototype comme on a l'habitude de le faire, puisqu'on est à la fois sur des rails, mais à un moment donné, on est sur une sensation de rafting, puis on a une chute libre à la fin, donc on a de la pesanteur, donc on a différentes sensations, quelque chose qui a été co-développé avec une entreprise allemande. Il faut avoir le cœur bien accroché, quoi. Oui, mais avec une sensation accessible quand même, parce qu'on n'a pas vocation au Futuroscope à faire de la très très grande sensation. Notre objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse le faire en famille. C'est accessible à partir d'1,05 m, donc à partir de 5 ans. D'accord. Donc c'est une sensation certes existante, puisque c'est un virage qu'on a pris depuis un petit moment, mais relativement accessible quand même. Mais la philosophie vraiment du parc, c'est de, comme vous le dites, de créer des attractions qui sont accessibles aux familles. C'est très important, ça. Exactement. Donc notre marque de fabrique, c'est d'avoir une diversité d'expériences pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Nous avons été faits les premières années de grandes et belles images. Nous restons faits de grandes et belles images, d'immersion dans la grande et belle image, comme le Chasseur de Tornades qui a été l'une meilleure attraction du monde il y a 2 ans maintenant. Mais c'est vrai que les visiteurs nous ont demandé il y a 10 ans de la sensation, donc on leur en donne avec un premier roller coaster qui est arrivé en 2020 et une attraction aquatique là en 2025 qui est la toute nouvelle, qui a été livrée il n'y a pas très longtemps, qui est Mission Bermude, et les premiers retours sont plutôt très bons, donc nous sommes ravis. Et alors cette Mission Bermude, elle marque la fin du plan Vision 2025. Qu'est-ce que c'est le plan Vision ? Exactement. C'est un projet qui a été initié en 2018, validé en 2020 avec l'ensemble des actionnaires. Un moment un peu particulier parce qu'on était en plein Covid sans chiffre d'affaires. Et malgré tout, les actionnaires ont suivi notre grand projet d'un investissement très fort de 300 millions d'euros. L'objectif stratégique du parc du Futuroscope, c'est de s'installer définitivement comme étant une destination de court séjour. Et donc pour ça, pour allonger le séjour, par exemple depuis l'arrivée de l'Aquascope, qui est le 10e parc l'année dernière, nous avons constaté que nous étions passés de 7% de personnes qui nous consomment 3 jours à 23%. Donc c'était ça l'objectif. Bravo. Parce qu'on a une zone de chalandise qui est pas très importante autour de Poitiers, donc il faut faire venir de toute la France et de l'Europe maintenant. Donc il s'est agi de renforcer très fortement le cœur d'offre que sont les attractions, avec 10 nouveautés en 5 ans, 2 hôtels thématisés et un second parc qui est l'Aquascope qui va fêter sa première année dans 4 jours. Alors parlez-nous un peu de l'Aquascope justement. C'est un second parc qui est un parc aquatique. On a la chance dans ce métier de faire le tour du monde et de voir ce qui se fait dans ce type de nature d'expérience. Ça nous intéressait beaucoup stratégiquement parce que du coup, on voulait allonger la durée de séjour et évidemment avoir une offre qui se consomme à la demi-journée était intéressante. Mais on voulait le faire dans les codes et chromosomes originels du parc du Futuroscope. Donc, on s'est posé la question de savoir si on pouvait construire un produit inédit, unique au monde, où on a une nature d'expérience avec donc de l'aquatique, des toboggans, etc., mais de l'image comme le Futuroscope qui est dans 40 ans. Et donc, on a une zone immersion qui est assez exceptionnelle, où on a de la grande et belle image, mais en maillot de bain et des pieds dans l'eau. Et nous avons là aussi été chercher le prix, j'allais dire la coupe à Los Angeles du meilleur parc aquatique du monde. Donc ça nous donne de l'élan pour la suite. Vision 2025 est derrière nous, mais on prépare évidemment la suite, qui sera très ambitieuse également. Encore de l'investissement, on imagine. Je rappelle donc que c'est 300 millions d'euros d'investissement en 5 ans qui ont été mis sur la table. On a envie de savoir qui sont vos investisseurs, parce que très sincèrement, on se dirait que l'État il devrait faire pareil, investir peut-être pour sortir de la crise. Oui, on a la chance d'avoir, on aime à dire ici, j'aime à dire ici qu'on est une sorte de partenariat public-privé. Donc nous appartenons au groupe Compagnie des Alpes, oui. Qui est connu, qui a un certain nombre de parcs, notamment le musée Grévin, le parc Astérix évidemment, et puis
et puis les domaines skiables, Val d'Isère, Tignes, etc. Donc qui a les reins solides et qui nous permet d'entreprendre. Donc ça c'est formidable. Et puis également le département de la Vienne qui a initié ce grand projet, ce projet assez fou il y a une quarantaine d'années. Personne ne disait que ça fonctionnerait. Là où nous sommes ici, et donc 40 ans après, on est là et je vous confirme que ça fonctionne, qui est également actionnaire minoritaire. Donc on a ce tour de table qui est un peu inédit, une collectivité d'un côté et un actionnaire privé de l'autre. Comme quoi c'est possible, hein. Exactement, je vous confirme que c'est possible. Ça donne des modèles qui sont assez formidables et ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait. Alors pour revenir un peu sur Mission Bermude, quand même dans le triangle des Bermudes, c'est une sacrée idée, d'où ça sort? C'est une bonne question. C'est vous? Quand on s'appelle, c'est un petit groupe, non? C'est pas comment on travaille collectivement. Qui a eu l'idée des Bermudes? Non, on veut savoir quand même. Notre directeur de la création. On en sort de chez vous, on se perd pas, hein, parce que vous savez, dans les Bermudes, il y a des avions, des bateaux qui disparaissent, etc. Pour l'instant, on n'en a pas perdu. Oui, je vous rassure, on en sort. Mais c'est difficile comme marque, parce qu'il y a Futur à l'intérieur. Futur, en 1987, c'était plutôt positif. Là, on peut pas complètement dire que c'est positif. Donc, merci pour l'héritage d'avoir Futur dans la racine de Saint-Marc. C'est pas extraordinaire. Donc, on essaye de regarder un peu quelles sont les thématiques qui sont éligibles. On est un peu sur fond d'environnement aussi. C'est très végétalisé. Et puis, on a toujours cultivé ces sujets qui gravitent autour des grands pionniers, des mystères qui n'ont pas été complètement éludés. Donc, il nous a semblé intéressant de travailler cette matière. C'est pour ça que vous avez choisi ce thème-là, quoi. Exactement. Alors, juste, moi, je voudrais en savoir plus aussi sur cette chute finale vertigineuse. Quand vous dites que c'est pour les familles, si c'est vertigineux, bon. Oui, c'est familial, mais c'est pour les familles qui sont un peu courageuses quand même. C'est une dernière chute qui effectivement... Donc on fait tout un parcours de rafting, puis ensuite il y a 13 effets spéciaux différents dans un parcours qui dure 4 minutes, et puis enfin on a un ascenseur qui vous monte à 18 mètres de haut pour évidemment finir par une chute qui d'ailleurs éclabousse un peu sur la fin. Il fait chaud en ce moment, donc ça ravit les visiteurs. Bon. Et alors, les plus grands défis techniques, d'ailleurs, pour créer une attraction aussi prenante, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un peu notre marque de fabrique aussi, parce qu'on n'achète rien sur le catalogue. Nous co-développons en fait des dispositifs inédits, uniques au monde, avec des partenaires qui ont pignon sur rue et qui construisent également des attractions de ce type-là. Mais c'est vrai qu'on est c'est un peu dans notre culture et dans nos gènes d'être sur une prise de risque relativement importante. Par exemple, là, ça peut paraître rien, mais la technologie, c'est que finalement, les bateaux sont quand même guidés et pilotés par des rails, mais sur la première minute, par exemple, on est dans une sensation de rafting où on a absolument l'impression que les rails sont complètement effacés. Nous avons travaillé avec les équipes qu'on fait la partie rivière du canoë des Jeux Olympiques pour qu'on ait à peu près les mêmes remous. Donc c'est en fait une association de talents, une trentaine d'acteurs et de talents, exactement. Nous on se considère exactement comme étant des assembleurs. En fait. Il y a de l'ingénierie, il y a de la création aussi. On imagine que vous avez une grosse équipe créative. Oui, et très internalisée par rapport à d'autres parcs, avec une équipe créative d'une dizaine de personnes, qui sont en général souvent des choses qui sont sous-traitées. Ici, on a considéré qu'il fallait l'internaliser. C'est bien de faire travailler aussi vos équipes, quoi. Exactement. Et puis une équipe ensuite d'ingénieurs. Donc il y a les créatifs d'un côté, les ingénieurs de l'autre. Et mon objectif est d'essayer de faire en sorte qu'ils se causent parce qu'ils n'ont pas toujours les mêmes ressorts. Ils ne travaillent pas toujours de la même manière. Voilà. Et du coup, vous faites le lien entre les deux, c'est ça ? Exactement, c'est mon rôle. C'est votre rôle ? Mon unique rôle avec 2-3 autres tâches. D'accord. Vous avez un maillet pour taper sur la table de temps en temps ou vous n'avez pas besoin ? Ça peut m'arriver, mais de moins en moins besoin. Et alors, l'idée, c'est de viser quand même sur l'expérience client, l'expérience visiteur, j'ai envie de dire surtout. Hein. Évidemment. Voilà. Alors dites-nous un petit peu d'autres attractions incontournables à voir et à vivre chez vous. Je vais reprendre les classiques un peu. Oui. En tout cas, le top 5 ou le top 6 des attractions que plébiscitent nos visiteurs. La nouvelle attraction que nous avons fait sera forcément dans le top 5. Notre premier roller coaster qui est Objectif Mars. Donc, qui est une montagne russe, mais relativement accessible quand même. Chasseur de tornades. C'est accessible parce que moi, je l'ai déjà fait et comme je déteste ça, je vous dis c'est accessible, hein, parce que vraiment, c'est pas mon truc. Nous devons avoir à peu près le même niveau. Je suis au taquet, moi. Voilà. Je vais pas beaucoup au-dessus. Chasseur de tornades, c'est l'immersion dans la grande et belle image, une plateforme rotative à 60 km/h qui immerge dans le plus grand écran LED 360
d'Europe, un spectacle de magie qui est plébiscité aussi. Puis je rajouterai la Vienne Dynamique, qui est quelque chose qui existe depuis 35 ans maintenant. Ce sont des simulateurs avec un film relativement vieux maintenant, mais qui continue à très bien performer. À partir du moment où on renouvelle toutes les attractions, on peut se garder 2-3 pépites comme ça qui restent depuis 5 ans. Et puis tous les jours, nous finissons avec un spectacle nocturne, un show nocturne sur les lacs. 6000 places. Ça donne envie, hein. Qui dure 22 minutes et qui finit par un feu d'artifice, sauf ces quelques jours où nous avons un arrêté préfectoral. Ah oui, parce que là, ça a pas mal cramé, il faut faire attention, effectivement. Ouais. Exactement. Alors, sur les technologies immersives que vous utilisez, nous, on a envie de savoir si vous utilisez de l'intelligence artificielle, en fait, sur votre nouvelle attraction Mission Bermude. Oui, alors, il y a deux façons d'utiliser l'intelligence artificielle. C'est d'abord d'en faire un support et une thématique pour une attraction. On y viendra. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la bonne idée, mais elle va venir. Là, elle commence à être dans les cartons. Ah bah, au Futuroscope, on espère bien quand même. Voilà, exactement. Donc, elle va forcément venir et elle va venir très très vite, vraisemblablement même dans 6 mois. Et oui, l'IA, nous commençons à l'intégrer assez fortement dans les phases très en amont, en fait, où on commence à réfléchir à des concepts. Ouais. Des moments où on fonce fort et puis on a 10 projets. Ça fait aller plus vite, quoi. Et ça, exactement. Ça permet d'avancer un peu plus fortement, de voir si les thématiques correspondent ou pas. Mais c'est pas l'IA au détriment des personnes qui travaillent, c'est vraiment l'IA plus les personnes qui travaillent ici. Donc notre objectif n'est évidemment pas de substituer, mais c'est un plus, c'est un outil qu'on utilise évidemment, oui, et qu'on utilisera de plus en plus. Et c'est comment la fréquentation là alors en ce moment? Racontez-nous, vous êtes plein, on imagine? C'est pas mal. Ouais. Vous êtes à combien de visiteurs par jour à peu près? On a un aquascope qui est quasiment plein et qui reste quelques places pour le mois d'août seulement. Donc, qui est un peu pris d'assaut. Dépêchez-vous, chers auditrices, chers auditeurs, si vous voulez réserver l'aquascope parce que les places sont chères. Ouais. Exactement. Et puis pour ce qui est du parc du Futuroscope, on est sur des journées là, sur le début juillet, plutôt à 8000 jours. On sera plutôt du 10 000 sur la deuxième quinzaine de juillet. D'accord. Et puis peut-être 12, 13, 14 000 en août, parce qu'on ne souhaite pas forcément accueillir plus de monde, puisqu'au-dessus, on commence à générer des temps d'attente qui sont un peu défavorables. Donc, il s'agit de bien le but, c'est pas non plus que les gens attendent trop longtemps. Voilà, c'est ça. Et alors, sur le rayonnement international, on imagine que vous avez beaucoup de touristes du monde entier qui viennent chez vous? Pas tant que ça aujourd'hui. D'accord. C'est plus des Français? Oui, parce qu'on ne l'a pas travaillé. On a considéré qu'on avait fort à faire sur le marché français. Ouais. On est en gros sur 7-8% seulement de clientèle internationale, mais à partir du moment où on a réussi notre pari depuis l'arrivée de l'Aquascope, d'être véritablement une destination de court séjour et de faire rester les gens 3 jours, oui, évidemment, les pays limitrophes nous intéressent très fortement. Donc forcément, la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne sont des marchés qui nous intéresseront très fortement. Il faut faire les choses dans l'ordre. On a bien performé sur la France, ensuite l'Europe, puis pour les destinations plus exotiques, ce sera plus tard ou pas du tout, on verra. Un petit mot sur vos prévisions d'avenir. Du parc du Futuroscope ? Ouais. Eh ben, pour l'instant, tout va bien. On a une très forte progression ces 5 dernières années. Alors, c'est pas des progressions pour des progressions, parce que la progression de chiffre d'affaires, c'est un peu obligatoire pour rentabiliser les investissements et surtout nous permettre d'avoir de nouveaux investissements. Et puis, c'est très intéressant aussi pour créer de l'emploi, parce qu'on n'oublie pas ce pourquoi le Futuroscope a été créé il y a 40 ans dans ce territoire. C'est pour être un poumon économique et j'allais dire la plus grande fierté de tout ce que nous avons fait là pour Vision 2025, c'est d'être passé de 700 équivalents temps plein à 1100 équivalents temps plein. Ça a du sens, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un sens qui est très important et il y a beaucoup de personnes ici qui ont un membre de la famille qui travaille au parc du Futuroscope, donc on a l'obligation de réussir pour ça en fait. Eh bien, merci beaucoup Rodolphe Bouin pour ce témoignage. Ça donne envie d'y aller au Futuroscope. Vous êtes directeur général de ce bel endroit que l'on recommande évidemment à nos auditrices, à nos auditeurs de Sud Radio s'ils veulent passer un beau moment en famille ou pas que d'ailleurs. Merci Rodolphe. Merci à vous. Bonne soirée. Restez avec nous pour la suite de ce spécial tourisme. À venir, on va découvrir un camping pas comme les autres. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Judith Belair. Les vraies voix du tourisme continuent. On part direction la Vendée avec plus de 10 établissements en bord de mer. Les campings Châteautel sont devenus une référence pour les vacances en famille sur la côte atlantique. Ils conjuguent hébergement tout confort et puis plein de choses, animation, parc aquatique, etc. Et alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une tradition de camping qui propose aussi du service haut de gamme. Pour en parler, nous accueillons Franck Chadeau qui est directeur du camping Châteautel en Vendée. Oui, bonjour. Bonsoir, bienvenue.
Alors, je le disais, vous êtes une référence pour les vacances en famille sur la côte atlantique et en Vendée. Vous proposez, par exemple, des grands parcs aquatiques, des animations pour petits et grands. Voilà, l'idée, c'est aussi de rassembler le populaire et puis un peu d'eau de gamme, quoi. Bah, tout à fait. On essaie d'être le meilleur en tous les cas, tendre vers l'excellence. Mais notre force, c'est qu'on écoute nos clients et quand ils partent, on souhaite savoir comment s'est passé leurs vacances et surtout ce qu'ils attendent pour revenir chez nous. Et donc l'expérience client, c'est vraiment votre meilleur curseur, quoi. Oui, tout à fait. Alors après, la qualité, c'est vraiment le dénominateur commun. On sent bien qu'elle est nécessaire pour tout un chacun. Et on a un grand éventail, comme vous le disiez, de locatifs qui permet de répondre à un large panel de clients. Et alors, qu'est-ce que c'est du camping haut de gamme? Racontez-nous ce qu'il y a en plus. Déjà, comme vous le disiez, tout ce qu'il y a autour de l'hébergement. Il y a l'aquapark, il y a des activités pour les enfants, pour les grands, des terrains de sport et j'en passe. Et donc des hébergements haut de gamme. Donc on sent bien qu'il y a une tendance, il y a une demande pour ce genre de locatif qui peut être, alors chez nous on appelle ça nos locatifs premium, qui sont des hébergements de très bonne qualité, très bonne facture et avec des options telles que les jacuzzi ou des accessoires haut de gamme comme cela. Et ça répond vraiment à une attente. Et alors comment on fait pour conserver l'esprit famille, l'esprit convivial d'un camping et puis monter en gamme quand même? Alors toujours, il y a toujours cet esprit de famille. Il faut se dire qu'en camping, on y vient pour rencontrer des gens, pour passer de bons moments en famille ou entre amis. Et quel que soit le niveau social du client, je pense que c'est une recherche qui est commune. Et donc ça marche. Finalement, en fait, le convivial, c'est le client dont vous nous parlez qui le crée, quoi. Oui, complètement, mais la convivialité, c'est vraiment le dénominateur commun aussi de chez nous. Les gens viennent pour rencontrer, pour passer de bons moments, les pieds dans l'herbe, et quand il fait beau comme en ce moment, écoutez, c'est juste parfait. Et alors, comment est-ce que vous avez commencé l'aventure, vous, Franck Chadot? C'est une entreprise familiale. Mon père a ouvert son premier camping dans les années 70 et depuis, on a grandi pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Oui. Et alors, vous avez toujours voulu vous occuper d'un camping, du coup, vous? Il faut dire que je suis bercé dedans depuis que je suis tout petit, puisque j'ai commencé à faire mes premières saisons à l'âge de 11 ans. Ah oui. L'alimentation avec ma grand-mère, vous voyez, c'est... vous avez commencé tôt, c'est interdit le travail des mineurs. C'est clair. Donc les vacances d'été, je ne connais pas. On accompagne nos clients durant les vacances d'été et c'est très bien comme ça. Et vous partez le reste de l'année, vous? Absolument, et c'est pas plus mal, il y a moins de monde. C'est ça. Et alors, c'est quoi les types d'hébergements? Racontez-nous un petit peu que vous proposez. Ça va du petit hébergement toilé qui va de 2 à 4 personnes pour des budgets serrés, jusqu'à des espaces, des villages premium, qui sont des hébergements qui vont jusqu'à 50 mètres carrés, avec tout le confort intérieur, 3 chambres, 2 salles de bain et bien sûr le jacuzzi. Et la clim ou pas? Bien sûr. C'est important la clim. Bien sûr, ça en fait partie. C'est des petits accessoires qu'on généralise, oui. Et quand vous proposez des nouveaux bungalows, etc., le confort, il est intégré dès le départ, il est réfléchi. Comment vous faites? Vous avez un architecte, vous avez des conseils créatifs, c'est comment? Bien sûr, on a des professionnels qui sont orientés pour ça et qui sont faits pour ça, dont des architectes d'intérieur qui composent des locatifs. En l'occurrence, pour nos premiums, ça a été ça. L'architecte a composé un modèle spécifique de locatif pour notre clientèle visée. D'accord. Et alors, comment est la fréquentation? On imagine que vous êtes plein là. Alors, on va l'être ce week-end, c'est une très bonne nouvelle, que ce soit en emplacement de camping ou en locatif. Donc, on est très heureux puisque c'est le début des grandes vacances, on va dire, pour nous, de la forte saison, de la haute saison. Et on a connu quand même une année l'année dernière en Vendée qui n'était pas terrible au niveau climatique. On peut se dire que cette année, la météo nous aide et on a tendance à dire que quand la météo va, le tourisme va. Ça se confirme cette année, on est plutôt très content du départ. Racontez-nous un petit peu la Vendée et cette très belle région que vous êtes installée. Mais je vois que vous connaissez déjà la Vendée, absolument. J'aime beaucoup la Vendée. Très belle région, très belle région nature. On a la chance de ne pas avoir de mégapole sur notre territoire. On a 280 km de côte, un très beau département nature. Et je pense que c'est vraiment un vecteur qui intéresse beaucoup de clients aujourd'hui. Les gens viennent pour se balader en marais, en bord de côte. On a vraiment une très jolie coin. Et cet espace naturel plaît beaucoup. Voilà. Ce qui est intéressant dans les campings, c'est que finalement, on est directement en contact avec la nature environnante. C'est sûr. C'est l'environnement végétal, l'environnement naturel qui fait notre force aujourd'hui. Puisque les clients ont besoin de se ressourcer, un petit retour en arrière. Des choses simples et tout va bien. Et alors vous faites travailler vos enfants aussi?
Alors oui, c'est une tradition familiale, ça aussi. On a un fils qui nous a rejoint, c'est une très bonne chose, bien sûr. Bon, il n'est pas mineur, lui. Ah non, il n'est pas mineur maintenant, il nous accompagne et j'espère bien transmettre le relais dans quelques années. Voilà, c'est ça l'idée, hein, c'est de continuer cette tradition de transmission aussi, et c'est ça qui fait peut-être le cœur et la différence de votre camping. Oui, absolument. Puis c'est très ancré. On le voit bien sur le territoire. Il y a d'autres exemples dans ce type-là. C'est vrai que je sais pas. Est-ce que c'est l'état d'esprit du département? En tous les cas, en Vendée, on en voit quelques-uns. On en fait partie. On en est fiers. Alors, racontez-nous un petit peu les animations que vous proposez à vos résidents. Oui. Alors, elles sont diverses et variées. Hein. Bien sûr, on a une équipe d'animateurs sur place qui occupe les enfants en atelier le matin et l'après-midi. Ah, c'est bien pour les parents, ça. Bien sûr. Tout au long de la journée, on a des activités sportives et le soir, des activités, une animation de groupes extérieurs qui viennent pour la soirée. D'accord. Donc, vous avez des groupes différents, vous avez de la musique. Qu'est-ce que vous avez comme type de groupe? Ça peut être du rock, ça peut être des reprises d'anciennes musiques, ça peut être du folklore, ça peut être un peu de cirque. Tout type d'artistes, quoi. Très varié. Ouais. Et comment vous faites d'ailleurs pour les groupes que vous faites intervenir? Vous leur demandez de vous envoyer des maquettes? Vous les connaissez? Vous faites un casting? C'est comment? Non, on a un responsable d'animation qui s'occupe de faire les plannings d'animation d'une année sur l'autre au mois d'octobre qui précède. Et on y arrive plutôt pas mal puisqu'on a plusieurs terrains de camping, donc on les fait tourner sur le terrain. Et alors au camping, vous avez beaucoup de Français évidemment, on imagine. Est-ce que vous avez aussi un peu de population internationale? Bien sûr, on a une clientèle internationale et on a environ 40% d'étrangers chez nous. Donc c'est plutôt pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Bien supérieur à la moyenne du département. Et alors c'est quoi? C'est des Anglais, principalement une migration naturelle, je dis, donc les gens descendent du nord au sud, donc principalement des Néerlandais, des Belges, des Allemands et des Anglais. Et c'est la bonne surprise parce que cette année les Anglais reviennent. Ah ben c'est grâce à depuis le Covid. Alors je sais pas. Le Brexit ça nous a rapprochés finalement. Alors ça nous a éloignés, mais je sais pas pourquoi cette année ils sont de retour et pour nous c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'ils cherchent le chaud, tout simplement peut-être. Cette année ils sont gâtés, hein. Et puis on commence à avoir une petite bribe d'Espagnols. Alors eux pour le coup qui montent pour le frais. D'accord. Et du coup les Français qui sont là, c'est toute région confondue, on imagine. Oui, alors. Là encore, principalement, migration naturelle, descente du nord au sud. Donc, on a principalement de la région parisienne, Seine-Maritime, enfin tout l'ouest, le grand ouest, nord-ouest et le nord. Donc, principalement, c'est bassin de clientèle. Ouais. Et alors, donc, je rappelle en fait que vous proposez tout type d'accueil en fait. Hein, donc, c'est de la tente effectivement qui est pas trop chère, jusqu'à au bungalow. Vous avez aussi des premium. Voilà. Et le bungalow premium, ça peut être pour 2, ça peut être pour 4, ça peut être pour 6. C'est à partir de 4 personnes. D'accord. Et vous êtes juste à côté des plages, ça c'est pas rien non plus. Est-ce que vous êtes à combien de temps des plages? C'est à pied? Alors bien sûr, on a plusieurs sites. Alors le plus proche est face à la mer et le plus loin doit être à 1500 mètres. Oui, donc c'est vraiment pas loin. On imagine que vous proposez aussi des petits moyens de transport du type vélo ou je ne sais quoi. Bien sûr. La mobilité douce ici, c'est ancré en Vendée. D'accord. On a plusieurs centaines de kilomètres de pistes cyclables et on loue des vélos et on encourage bien sûr ce mode de déplacement sur le territoire. Bah écoutez, ça donne envie. Hein. Franchement, et surtout avec les conditions météo cette année qui sont très bien, entre 28 et 30, c'est parfait. Vous avez encore de la place, on imagine? Alors, il faut se dépêcher. Hein. Alors, si vous avez envie d'aller passer un beau séjour dans un camping, par exemple, si vous n'avez pas trop les sous, vous pouvez. Et puis, si vous avez les sous, vous pouvez aussi avec tout le luxe qui va avec. Hein. On était avec Franck Chadeau. Merci d'être venu partager avec nous ce soir. Vous êtes directeur du camping Chadeautel en Vendée. Merci Franck. Merci à vous. Excellente soirée. Et puis vous, les auditeurs, vous restez avec moi parce qu'il y a encore un lieu qu'on va découvrir ensemble et pas n'importe quel lieu, un lieu qui accueille plus de 35 000 animaux. C'est le zoo de Beauval. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Judith Belair. Et vos vraies voix spéciales tourisme continuent, classées par les plus beaux zoos du monde, le zoo-parc de Beauval. Et plus qu'un parc animalier, c'est une véritable expédition aux 4 coins de la planète, installée au cœur du Loir et Cher. Nous recevons Rodolphe Delors, qui est son directeur. Bienvenue Rodolphe. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Alors Rodolphe, déjà, je crois que vous accueillez plus de 35 000 animaux, dont ces incroyables et célèbres pandas géants.
Oui, nous hébergeons environ 35 000 animaux, plus de 800 espèces, des animaux exceptionnels comme les koalas, les okapis ou bien d'autres, mais notamment les pandas géants qui sont absolument uniques, qui nous ont été confiés par le gouvernement chinois, qui ont eu 3 bébés à Beauvais, et cette année aussi les singes dorés qui nous sont les premiers. Qu'est-ce que c'est les singes dorés? Qu'est-ce que c'est? On ne connaissait pas ça. Eh bien non, on ne connaît pas parce que c'est la première fois que le gouvernement chinois en confie à un autre pays, un parc zoologique hors spin. C'est dans le cadre d'un programme de conservation mis en place par les Chinois. Ce sont des animaux extraordinaires, ce sont des singes qui vivent souvent dans les montagnes de Chine, dans les montagnes du Sichuan où il fait très froid l'hiver. Ils ont un très long pelage roux, la figure bleue, ils n'ont pas de nez pour que leur nez ne gèle pas l'hiver. Ce sont des singes extrêmement menacés, liste rouge de l'IUCN, Union internationale pour la conservation de la nature. Donc les Chinois ont créé un programme d'élevage pour les conserver, pour les élever en parc zoologique, dans les centres d'élevage, pour pouvoir les réintroduire. Et ils ont décidé de nous en confier au zooparc de Beauvais pour étendre à d'autres pays ce programme d'élevage. Ouais, parce que c'est aussi ça votre mission, Rodolphe Delort, hein, c'est la conservation de cette une biodiversité unique qu'on a sur Terre, en fait. Tout à fait. Très largement. Les missions des parcs zoologiques sont très larges. La sensibilisation du public, nous sommes un peu le premier voyage pour des enfants souvent urbains, déconnectés de la nature, et c'est à travers l'émotion qui peuvent être sensibilisés à la conservation de ces espèces extraordinaires. Les parcs zoologiques sont aussi des conservatoires d'espèces, des conservatoires génétiques. Nous participons à de nombreux programmes de réintroduction dans la nature. Nos animaux sont tous nés dans des parcs zoologiques et ils sont gérés dans le cadre de programmes d'élevage scientifiques pour la conservation des espèces. Et alors, dans quelles conditions vous les présentez au public? Ils sont en liberté? Comment ça se passe? Ils sont dans des habitats qu'on recrée pour eux, pour leur bien-être. Notre responsabilité est avant tout de leur offrir le meilleur. L'espace nécessaire, l'environnement adapté, nourriture de très haut niveau, les meilleurs soigneurs spécialistes, les meilleurs vétérinaires, les meilleurs soins vétérinaires et d'assurer leur sécurité. Et alors, on voudrait savoir comment ils vont ces bébés pandas. Il y en a combien qui sont nés et comment ils vont? Et il y a 3 pandas qui sont nés en 2017, qui a comme marraine Brigitte Macron. Oui, tout à fait, on s'en souvient. Ce panda est reparti en Chine. Chengdu. Brigitte est accompagnée avec moi jusqu'à dans l'avion. Et d'ailleurs, on projette d'aller voir Wanman lors du prochain voyage d'État en Chine avec Brigitte Macron. Ils sont tellement sympas, les pandas, en plus. Et puis, on a aussi 2 femelles qui sont nées, des jumelles qui sont nées en 2021, qui ont aussi des parrains et marraines célèbres, une championne chinoise et le footballeur Kylian Mbappé. Mais eux, ils sont encore chez vous, eux? Eux sont encore chez nous. Ils devraient repartir d'ici à la fin d'année. À partir de quel âge on sauve, enfin, je sais pas comment on dit, à quel âge on peut les enlever de leur mère, les pandas? Eh bien, ils se séparent de leur mère à 3-4 ans. Après, ils vivent solitaires. Et pandas sont des animaux solitaires. Ce serait normal de les faire vivre en famille. D'accord. Ils vivent seuls. Ils se rencontrent qu'une fois par an, au moment des chaleurs, au moment des accouplements, au moment des chaleurs de la femelle. Et ce sont des animaux fantastiques qui mangent Ils ont une vie très compliquée, les pandas. Ils mangent du bambou 12 heures par jour. Et ensuite, ils dorment 12 heures par jour. Et ils font des bêtises et des roulés-boulés dans l'herbe en attendant, ce qui est absolument craquant, quoi. Exactement, c'est absolument craquant, mais en ce moment il y a beaucoup de naissances à Beauvais. Il y a un bébé à Lamentin. C'est ça, on vient de sortir du printemps là. Voilà, il y a des naissances toute l'année, mais en ce moment c'est particulièrement riche en naissances. Je crois que. Et c'est la différence de la belle saison, j'imagine, qu'on vit en ce moment avec l'hiver aussi. C'est les naissances. Oui, Beauvais est un parc qui se visite toute l'année. Nous avons 5 serres tropicales dont le dôme équatorial est d'un hectare de 42 mètres de haut. Nous avons une volière géante. Nous avons de nombreux lieux couverts, donc qu'il fasse très chaud ou qu'il pleuve, ce n'est pas un problème pour visiter Beauvais parce que la moitié du parc finalement est couvert. Le parc est très ombragé, il y a des pollinisateurs pour l'été et il y a des zones, beaucoup de zones chauffées pour l'hiver. Donc Beauvais est vraiment un parc agréable à visiter. Pour avant tout le bien-être des animaux. De nos collaborateurs pour que nos visiteurs passent un moment de rêve et d'émerveillement et de sensibilisation à la conservation de la biodiversité. Et alors en termes de fréquentation, on imagine que c'est plus fréquenté, ça cartonne en été ou finalement c'est pareil toute l'année?
C'est toute l'année, c'est surtout, il y a plus de monde les week-ends de printemps. Juillet, août, il y a plutôt, c'est plutôt très régulier. En plus, on ouvre très tôt le matin, on ferme tard le soir. Le parc est très grand, donc la fréquentation est très régulière l'été. Le mois de juillet est jamais un mois très très chargé, un petit peu plus en août. Mais Beauvais reçoit des visiteurs toute l'année. Et Beauvais est très grand, donc les visiteurs se répartissent sur le parc, sur l'ensemble du parc. Beauvais est une destination. La plupart de nos visiteurs restent 2 jours. Nous avons 8 hôtels, 8 complexes hôteliers, plus de 600 chambres autour de Beauvais. Donc nous sommes une destination séjour. Séjour court, on imagine aussi finalement. On peut venir passer le week-end. On peut venir passer le week-end, on peut venir passer plusieurs jours, la semaine. D'ailleurs, actuellement, on sillonne les routes de France. On est partenaire du Tour de France. On va au contact des Français. On en entend parler tous les jours sur Sud Radio du Tour de France en ce moment avec Frédéric Brandel. Oui, c'est la période. Et alors, vous avez monté une association qui s'appelle Beauvais Nature et vous faites de la préservation des espèces. Racontez-nous un peu comment. Eh bien, c'est toujours en lien avec le zoo. Voilà, Beauvais Nature, dont je suis président. On finance de nombreux programmes de conservation un peu partout sur la planète. Notre association est financée par du mécénat, de Beauvais, mécénat de particuliers et d'entreprises. On finance plus de 50 programmes de conservation et de recherche sur la planète. L'argent va directement à la conservation des espèces. Par exemple, on a 2 programmes phares. On a repris une association au Congo, dont j'ai repris la présidence aussi, et qui est financée entièrement par Beauvais Nature. On a 30 personnes au Congo, où on préserve la biodiversité sur 3500 hectares. On a un programme de nettoyage de péage, on construit des écoles pour les enfants, et on a de nombreux programmes de recherche scientifique pour protéger, conserver la biodiversité, réintroduire des chimpanzés orphelins notamment, dont les parents étaient victimes de braconnage. On a redécouvert les lamantins qu'on étudie, et on travaille avec les communautés locales pour voir comment préserver la faune extraordinaire de Konkwati au Congo. On reçoit quelques touristes d'ailleurs au Congo. On a créé 4 lodges et c'est des touristes qui viennent nous voir pour voir comment fonctionne un programme de conservation dans un endroit absolument incroyable, et l'argent va directement à la conservation des espèces sur place en Afrique. Et avec notre association Beauvais Nature, on a aussi créé à 1 kilomètre de Beauvais un centre de soins faune sauvage, où cette année seront accueillis plus de 3000 animaux blessés que les gens trouvent dans la région blessés. C'est des chouettes, c'est des hiboux, des rapaces, et beaucoup de hérissons. L'année dernière, on a sauvé 575 hérissons qu'on a relâchés. Dis donc. Voilà, et on connaît l'importance des hérissons pour la biodiversité. Oui, bien sûr. Et ce centre de soins est totalement financé par notre association Beauvais Nature. On a une douzaine de salariés, dont 3 vétérinaires, dans ce centre de soins, à but non lucratif bien sûr, uniquement pour venir en aide aux animaux sauvages de notre région en France, que les gens trouvent blessés. C'est plus de 70 espèces, 3000 animaux cette année qui seront accueillis, soignés, sauvés dans notre centre de soins et relâchés tout dans le milieu naturel. Bravo, parce que ça rassure de savoir qu'il y a des gens comme vous qui font attention à cette biodiversité qui est incontournable pour vous. Et ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que c'est pas que les animaux qui importent quand vous nous parlez du Congo, mais aussi les enfants et les gens, quoi. Vous savez, quand on soutient un programme de conservation dans le milieu naturel, on peut pas juste arriver et dire en Afrique, arrêtez de tuer le singe pour nourrir votre famille. Faut leur dire oui, il faut plus tuer les singes, mais il faut leur proposer une alternative. Et par exemple, on paye des villageois congolais à ramasser les plastiques sur les plages. On a 36 km de plage de l'océan Atlantique. Ce plastique, et c'est d'ailleurs ce programme est payé et financé par la ville métropole d'Orléans. Et on nettoie actuellement 36 km de plage depuis 3 ans, on ramasse quotidiennement le plastique, et comme ça les tortues marines viennent pondre sur du sable et plus sur du plastique. Et les Congolais qui ramassent ce plastique sont payés pour ramasser les plastiques, et en échange, eh bien, ils vont plus tuer les singes pour nourrir leur famille. Eh ben, c'est magnifique. Des alternatives à la chasse et au braconnage. Bravo, merci Rodolphe Delort pour ce beau témoignage. Je recommande le zoo de Beauvais à tout le monde, les petits, les grands, parce qu'effectivement c'est un très bel endroit qui nous montre toute notre belle biodiversité à surtout préserver. Merci à toutes et tous. On se retrouve dès lundi pour les vraies voix avec Frédéric Brandel, les vraies voix de l'été de 17h à 19h, et puis le Tour de France avec lui de 19h à 20h. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et je vous fais des bisous. Bisous à Maxime Sénat aussi qui part en vacances, notre réalisateur. On l'embrasse et voilà. Ciao, bye bye.